Je dois vous dire que je redoutais ce moment depuis longtemps. Vous parlez de la dimension juridique de la blockchain. Je n'en sais fichtre rien. C'est pas faute d'avoir travaillé, mais vu comme ça, dit comme ça, la dimension juridique de la blockchain, j'avoue que ça me laisse dans un état de perplexité assez grand. Ce qu'il y a dans la blockchain, tout ce dont on a parlé ce matin, les différents objets, ce que les différents registres peuvent contenir en termes de titres, de dépôt, de mise-bon, de tout ce qu'on veut. Oui, très bien, mais ce sont des objets qui sont contenus dans ce que l'on appelle la blockchain. La blockchain elle-même, sa dimension juridique, les questions juridiques qui lui sont liées, j'avoue que ce n'est pas évident, en tout cas pour moi. Bon, cela étant, je ne vais pas m'arrêter là parce que j'ai un petit peu de conscience professionnelle. J'ai remarqué quelque chose que vous avez dit ce matin, monsieur. Alors j'ai pris une note qui me paraît très intéressante et qui est, je pense, un bon point de départ. Vous avez, je crois, quasiment commencé votre propos en disant la blockchain, finalement, c'est la remise en cause du rôle traditionnel du tiers de confiance. Et pourquoi? Pourquoi veut-on aujourd'hui remettre en cause le rôle du tiers de confiance? Est-ce que c'est pas la civilisation, le tiers de confiance, de s'adresser à quelqu'un, un juge, un notaire, un avocat éventuellement, un arbitre, un amicus curiae. Bon, je ne porte pas de jugement de valeur quand je dis ça, mais dans la littérature que du coup j'ai lue sur la blockchain pour préparer cette intervention, vous allez voir qu'il va être malheureusement très décevante parce que je n'ai pas les réponses. J'ai beaucoup lu, mais je me suis dit, mais pourquoi vouloir à tout prix remettre en cause ce rôle qui, moi, me paraît éminemment au cœur de notre civilisation, qui est de pouvoir s'adresser à un tiers qui, par définition ou par construction, on se trompe parfois, a la compétence, la sagesse, la formation pour précisément arbitrer, concilier, etc. Donc ça m'a, et effectivement, quand on lit de la littérature sur la blockchain, on parle de ça. Ensuite, pour avoir, parce que moi je suis plutôt spécialisé, alors je dois dire que c'est Hubert de Vauplane qui devait intervenir ce matin, mais il est encore en vadrouille, donc je le remplace, et évidemment, je suis moins au fait de ces questions de blockchain que lui, et du coup je n'ai pas lu tout ce qu'il a écrit là-dessus, comme ça je ne serai pas en mesure de singer ses propos. Donc je disais pourquoi je parlais d'Hubert de Vauplane, oui, parce que c'est un ami et que je travaille avec lui au quotidien, mais surtout parce que contre lui qui est plus sur les marchés financiers, moi je suis plus sur les questions de paiement. On a la MF, si je ne dis pas de bêtises, à côté. Moi c'est plutôt la CPR, mon interlocuteur. Et du coup moi j'ai pas mal travaillé sur le Bitcoin. Monnaie, quelle monnaie? Est-ce que c'est de la monnaie électronique? Les bourses d'échange, est-ce que c'est du service de paiement, pourquoi, comment, etc. Position de la CPR, de la Banque de France. Et on se fichait bien pas mal de la technologie blockchain derrière. On parlait de Bitcoin et on se concentrait sur la Bitcoin, sur le Bitcoin. Aujourd'hui, on parle un peu moins de Bitcoin, on parle de blockchain. J'ai entendu ce matin néanmoins que dès lors qu'on parlait de blockchain public, on parlait de blockchain Bitcoin. Je peux dire des bêtises dans ce que j'avance parce que je suis tout novice. Et puis maintenant, on parle de DLT. Donc il y a une évolution, sémantique qui est assez intéressante. Et qui, dès lors qu'il y a une évolution dans les termes utilisés, c'est que derrière les idées et éventuellement les questions juridiques nécessairement elles-mêmes évoluent. Si on se situe à un niveau un
un peu plus élevé, je regarde ma montre, au-delà des questions juridiques proprement dites. Blockchain, pour moi, c'est quoi? Blockchain, c'est synonyme de fintech. Fintech, on en parle beaucoup. Là aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Mais pour moi, c'est essentiellement associé à ce phénomène de fintech. Et on a dit ce matin, fintech, c'est pas simplement des jeunes pousses. Quand la Caisse des dépôts s'intéresse à la blockchain, elle a un rôle de fintech, me semble-t-il. Ou quand BNP Paribas s'intéresse à la blockchain, elle a aussi ce rôle de fintech. Pour moi, la blockchain, c'est aussi synonyme de collaboratif et d'économie collaborative et de tout ce qu'on peut mettre à côté. Et là, moi, je peux commencer à mettre des mots juridiques. Aujourd'hui, on commence, j'ai même écrit un petit article là-dessus il y a quelques temps, on commence à avoir un droit de l'économie collaborative. On a un droit des plateformes collaboratives qui commence à naître au-delà de la blockchain. Évidemment, la blockchain, c'est synonyme de désintermédiation. Alors, bon, désintermédiation, malheureusement, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'on désintermédie quelqu'un, en général les banques en ce moment, ou les assureurs, et on réintermédie au travers d'autres acteurs. Mais là aussi, la blockchain, me semble-t-il, est un phénomène de désintermédiation tout à fait intéressant. Et puis, dernier qualificatif, peut-être, qui est celui de décentralisation, puisque si j'ai bien compris, l'élément peut-être central, si j'ose dire, de la blockchain, c'est précisément que c'est un registre, un protocole décentralisé. Alors on ne va pas revenir aux idées libertariennes qui sont derrière, mais je crois aussi que c'est très significatif de ce phénomène de rejet, en quelque sorte, des pouvoirs centraux, que ce soit des pouvoirs étatiques, des pouvoirs des banques centrales, des régulateurs centraux, etc., etc. Donc, blockchain, avant d'être une question juridique, pour moi, c'est véritablement, au-delà de sa technologie sur laquelle je ne comprends pas grand-chose, et ce n'est pas mon rôle d'ailleurs de comprendre. Ce serait très bien si je le comprenais en plus, mais ce n'est pas la question. Pour moi, c'est davantage un phénomène de société, un phénomène culturel qui, derrière, traduit beaucoup de choses et qui est intéressant en ce sens qu'il colle, je crois, parfaitement à notre temps fintech, à notre temps de désintermédiation, à notre temps de décentralisation et à notre temps d'économie circulaire, collaborative, etc. etc. J'ai lu dans je crois que tous ceux que vous êtes ici connaissent cette déclaration de je ne sais qui est Code is law. Donc si je traduis à peu près correctement, c'est le code qui fait la loi. Bon ben salut, j'ai terminé mon intervention, j'ai plus si c'est le code qui fait la loi, j'ai plus grand chose à dire. On va essayer d'aller néanmoins un peu plus loin. Bon. Pour éviter de dire trop de bêtises. Quand je dis trop de bêtises, c'est évidemment pas ce qui s'est dit ce matin, parce que j'ai trouvé les interventions, et je le dis, c'est pas que je le dis, c'est que je le pense assez rarement, de très très grande qualité, mais c'est que toutes ces questions-là sont des questions à fantasmes. Sur le Bitcoin, sur la blockchain, vous avez des études dans tous les sens qui disent tout à peu près la même chose et en même temps son contraire, avec des graphiques qui sont tout à fait extraordinaires, mais qui finalement ne disent pas toujours grand-chose. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ben, je vais me raccrocher, parce que je suis avocat, parce que je suis juriste, aux seules choses que je connais, c'est-à-dire les textes. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, qui dois vous parler des questions juridiques liées à la blockchain, est-ce que j'ai de quoi me raccrocher? Il y a quelques mois, la réponse aurait été non. Donc je pense que j'aurais même peut-être refusé, non parce que je suis un garçon poli, mais, et que j'aime bien parler en public, mais j'aurais pas eu grand-chose à dire. Bon. Aujourd'hui, oui, on commence à avoir des textes, et on a le premier. Alors
Pierre Davout m'a un peu vidé mon sujet, mais tant pis. On a, c'est vrai, aujourd'hui, ce n'est plus du fantasme. On peut répondre à ceux qui disent la blockchain, c'est n'importe quoi, on en a marre, on nous bassine avec ça, ça sert à rien, ça n'existe pas. Non, c'est pas vrai. Grâce au ministre Macron et surtout à son trésor, on a cette fameuse ordonnance sur les bons de caisse et en particulier la réglementation de ce qu'on appelle les mini-bons. J'aimerais quand même bien trouver au trésor le type qui a inventé cette expression mini-bon. Moi, ça ne peut pas parler de mini-bon sans rire tout seul intérieurement, parce qu'il faut vraiment... Bon, chacun. Donc, on a enfin une consécration législative de la blockchain dans un texte de loi. Donc, cette fameuse ordonnance de 2016, j'ai plus la date en tête, qui nous dit que l'émission et la cession de mini-bons peut se réaliser via la blockchain. Alors, je ne parle pas de blockchain. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne légifère plus quasiment que par ordonnance, donc on n'a plus de travaux préparatoires, malheureusement, mais on a des rapports qui sont des textes assez courts, mais en général mal rédigés, des rapports au président de la République qui précèdent ces ordonnances. Donc là, on a le terme de blockchain qui est utilisé dans ce rapport au président de la République, et puis dans l'ordonnance elle-même, à l'article L 223-12 futur parce qu'il est en vigueur, je crois, au 1er octobre prochain, du Code monétaire et financier, on nous dit que voilà, l'émission et la cession de mini-bons peuvent également être inscrites, hein, c'est de l'inscription, être inscrites dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification de ces opérations. Donc, tous les termes sont évidemment à peser, je ne vais pas le faire ici, mais on a la première définition de ce qu'est la blockchain, en tout cas dans ce contexte-là. Il y en aura peut-être d'autres, j'en sais rien, mais la blockchain en droit français aujourd'hui, c'est ça, c'est l'inscription de quelque chose, en l'espèce cet objet ridicule qui s'appelle les mini-bons, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification de ces opérations. Bon. Ce qui sera intéressant évidemment, ce sera le décret. Pierre Davout en parlait ce matin, c'est dans le décret qu'on aura tout. Hein, là on a une définition générale, mais c'est évidemment le décret pour vous tous spécialistes de la matière. C'est dans ce décret que l'on abordera les questions concrètes de la blockchain ou de cette sorte de blockchain dans la réglementation française. Deuxième élément, je crois que Pierre Davout aussi en a parlé récemment, mais c'est significatif du fait que ça y est, le législateur, puisque là il s'agit de travaux parlementaires, s'intéresse à la blockchain. Pourquoi je dis que c'est intéressant? C'est parce que précisément ça coupe court au discours des scrognonieux qui disaient la blockchain c'est n'importe quoi, c'est un effet de mode, ça passera. J'en ai fait partie, donc je le dis d'autant plus volontiers. Non, là, dans les travaux préparatoires à la loi dite Sapin 2, on a des amendements, on en a parlé de 2 ce matin, qui pour l'instant ont été rejetés. Peu importe qu'ils aient été rejetés, aujourd'hui, les députés français savent ce qu'est la blockchain et surtout ont l'intention d'inscrire à tel et tel endroit, pour telle et telle fonction, la blockchain pour servir à telle utilité. Sur un terrain juridique aussi, j'avais remarqué, je ne sais plus, c'est assez récent, je crois que ça date du début de l'année, et je me suis dit, ah, ça bouge, c'est que la Banque de France elle-même, sur son site, je ne sais plus dans quelle rubrique, un peu fourre-tout, a fait paraître une
une petite fiche sur la blockchain en donnant une définition. Et là aussi, je me dis, tiens, si la Banque de France elle-même nous donne une définition de la blockchain, c'est que ça y est, c'est considéré comme un objet important. C'est plus simplement une petite lubie de quelques geeks ou de libertariens attardés. Je ne vous donne pas la définition aussi, vous pouvez la trouver sur le site de la Banque de France. Évidemment, texte dont on parle beaucoup aujourd'hui, et je crois que monsieur, ça va être le point central de votre intervention, donc je vais tout de suite en faire une analyse détaillée pour que vous n'ayez plus rien à dire, moi je suis plaisant. Donc le fameux discussion paper de l'ESMA sur le DLT, avec une petite question, peut-être, là pour le coup c'est moi qui vous pose la question. Depuis ce matin on parle de marché financier, on parle finalement moins de banques et de paiement. On parle plus d'investissement, donc vraiment de titres financiers, que de droits bancaires et de droits des paiements. Je n'ai pas l'explication immédiate, mais tant pis. Enfin, tant pis, si vous avez une réponse, je serai heureux de la voir. Et puis, là aussi, signe des temps, me semble-t-il, vous connaissez tous ça, c'est assez récent, mai 2016, l'AMF, avec l'Institut Louis Bachelier, qui a fait paraître donc une étude sur blockchain et autres registres distribués. Donc on a quand même maintenant un équivalent. Blockchain, je pense que dans quelques temps, on ne va plus tellement en parler, mais on parle donc de registres distribués. C'est quand même, je trouve, significatif. Quel avenir pour les marchés financiers? C'est évidemment aussi le signe que, alors ça avait été la même chose avec le Bitcoin, hein, où l'AMF, la CPR, etc. s'étaient saisis du truc, mais ça en était saisi vraiment, il faut le dire de manière négative. C'est dangereux, blanchiment d'argent, machin, etc., MTGOX, tout, la drogue, les armes, c'est bon, c'est réglé, Bitcoin. Là non, là on est vraiment, me semble-t-il, dans une démarche constructive, et que ce soit la Banque de France, l'ESMA, maintenant l'AMF, on s'intéresse à ces questions. Je ne vais pas vous parler de smart contracts parce que j'ai toujours pas compris ce que c'est. Donc je vais attendre un peu. Si vous me réinvitez, Édouard, je reviendrai vous parler de smart contracts, mais pour l'instant ça m'échappe passablement, sinon de dire que contrat intelligent. Alors moi ça m'embête parce que j'ai la prétention de faire aussi les contrats intelligents, mais tout seul avec mon petit ordinateur ou ma feuille de papier. Contrat intelligent, si c'est une condition qui est déclenchée en fonction d'un algorithme, etc., là effectivement je commence à comprendre, et naturellement ça peut être tout à fait intelligent. Je pense, puisque nous avons Smart Angels dans la salle dont on parlait ce matin, je pense à toute l'activité de financement participatif, et en particulier, parce que c'est plus ma matière, au crowdlending, donc au financement par prêt, où vous avez des centaines, voire des milliers de contrats individuels de prêt qui sont artificiellement signés entre les prêteurs et les emprunteurs. J'imagine que la technologie blockchain pourrait apporter quelque chose de tout à fait remarquable, à la fois en termes de registre, de circularisation peut-être de tout ça, et d'éléments déclencheurs qui permettraient la signature électronique avec valeur probante. Je pense que ce serait tout à fait intéressant. J'avais encore une chose à dire, et après je cède la parole à mon camarade. On se connaît à peine, je vous appelle déjà mon camarade. Oui, parce que c'est quand même le thème du moment, et c'est un thème qui moi, m'occupe beaucoup. On a la sortie, 20 ans après le directive de 95, on a enfin un règlement général sur la protection des données personnelles, qui est un enjeu majeur, je pense, de notre civilisation, carrément. Données et blockchain, droit à l'oubli, droit à l'effacement, anonymat, désensibilisation. Je pose la question, j'ai aucune réponse,
mais je pense que c'est un thème majeur. Moi, j'aime bien le décentraliser, si c'est pour que les données des uns et des autres soient partout, nulle part. Alors c'est peut-être plus sécurisé que dans un coffre-fort, j'en sais rien. En tout cas, je pense qu'il y a un thème qui me paraît important. Et puis j'ai lu ça quelque part, et je terminerai là-dessus, qui amène peut-être une réflexion un peu plus profonde que ce que j'ai pu vous dire jusqu'à maintenant, qui est que la blockchain, en quelque sorte, et là on dépasse le juridique, c'est un peu les fournisseurs d'infrastructures qui prendraient le pas sur les fournisseurs de services. Ça me gênerait.